un puits dans une prairie isolée du Texas et un vieux cimetière qui pourrait prouver que nous ne sommes pas seuls. En 1897, un appareil se serait écrasé au Texas, 6 ans avant l'invention de l'avion. Quelqu'un ou quelque chose est retrouvé dans les débris. Qui ou quoi est enterré dans une sépulture anonyme? La pierre tombale devrait être par ici. Les décombres de l'accident sont ensevelis dans un puits et demeurent inaccessibles. Il y a un truc qui bouge. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voici l'affaire numéro 1897-201, premier contact. Le 19 avril 1897, les habitants d'Aurora, au Texas, observent dans le ciel quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Une machine volante. À 6 heures du matin, des personnes disent avoir vu un appareil en forme de cigare se déplacer vers le nord, au-dessus du village. Tu sais quoi sur ce dossier? C'est une affaire historique, très connue et mystérieuse. L'une des plus étranges dans le domaine de l'ufologie, car elle s'est déroulée avant que cette discipline n'existe. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Selon les témoignages, l'appareil semble en difficulté. Il s'écrase sur une éolienne, en haut d'une falaise. La collision et l'explosion qui en résulte fait pleuvoir des débris enflammés sur plus d'1 hectare. Sur le site, des badauds découvrent des fragments qui ressemblent à un alliage d'aluminium et d'argent et font une découverte macabre dans les restes de l'engin. Un corps de petite taille qui n'est pas de ce monde. Un militaire local affirme que le pilote décédé est un martien. Le journaliste S.E. Haydon rapporte cette histoire dans le quotidien Dallas Morning News. Son article mentionne que les villageois ont l'intention d'enterrer ce soi-disant extraterrestre dans le cimetière local. Un extraterrestre aurait été inhumé en 1897. Beaucoup de gens disent qu'il y a une tombe, mais beaucoup assurent également le contraire. Il y a une certaine confusion, un certain désaccord. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne s'agit pas d'un événement isolé. Partout aux États-Unis, les journaux publient des histoires similaires d'étranges appareils aperçus à travers tout le pays. À Sacramento, en Californie, Tacoma, dans l'État de Washington, Hastings, dans le Nebraska, Chicago, dans l'Illinois, Springfield, dans le Missouri, Decatur, dans le Michigan et Waterloo, dans l'Iowa. Des centaines d'apparitions sont signalées dans plusieurs États, dont 108 rien qu'au Texas. 6 ans avant l'invention de l'avion, les Américains voient des choses dans le ciel. Cette affaire est vieille de 100 ans. Elle va être difficile à résoudre. Je me demande ce qui fait obstacle. Le voilà l'obstacle, juste là. Chaque enquête s'est arrêtée ici, à cet endroit précis. Apparemment, les débris de l'accident auraient été évacués du terrain et une petite quantité jetée dans ce puits. Près de 50 ans plus tard, les personnes qui boivent l'eau de ce puits sont frappées d'une étrange maladie qui déforme et altère leur corps. Dans les années 50, le puits est condamné. Depuis, les propriétaires refusent que quiconque ne l'ouvre jusqu'à aujourd'hui. À moins de 5 km du puits se situe le cimetière d'Aurora. Selon une légende locale, à laquelle fait référence l'article écrit par Haydon en 1897, l'une des tombes pourrait contenir les restes du pilote extraterrestre. D'abord, je dois me rendre au cimetière pour localiser cette mystérieuse sépulture. Ensuite, il faut que je relève des preuves à l'intérieur du puits et que j'analyse les échantillons de terre et d'eau pour voir s'il y a quelque chose d'inhabituel.
Pour trouver des réponses, Pat Huskert enquêtera sur ce puits énigmatique. Il n'y a qu'une façon d'atteindre le fond du puits, c'est d'y descendre. Bill Burns restera sur le terrain pour travailler avec des historiens locaux et examiner le site du crash. Est-ce qu'il y avait des points chauds, un autre appareil qui s'est écrasé, quoi que ce soit d'anormal? Ted Ackworth se rendra au cimetière pour tenter de localiser la tombe et cherchera, à l'aide d'un radar à pénétration de sol, à connaître la vérité qui se cache derrière la légende de l'extraterrestre inhumé. On essaie de tracer une grosse croix rouge à l'endroit où l'extraterrestre aurait été enterré. Avant de déceler le puits, Pat rencontre le propriétaire actuel, Tim Oates. De nombreux chercheurs ufologues ont voulu authentifier le crash d'Aurora. Mais la famille Oates était réticente à endommager le puits. Les chasseurs d'ovnis seront les premiers à y entrer. Vous avez un gros morceau de l'histoire de l'ufologie dans votre jardin. Ouais, Quand est-ce que le puits a été condamné? c'est inscrit 1957, l'année où il a été scellé. Cet endroit est donc fermé depuis plus de 50 ans. Et si on l'ouvre, on sera les premiers à y entrer. Oui. Je ne crois pas du tout à cette affaire. C'était une belle histoire. Un peu comme la petite maison dans la prairie. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que le mystère d'Aurora est une fiction inventée par un journaliste qui voulait faire parler de sa ville. Les sceptiques affirment qu'il n'y a pas de preuve tangible d'un crash, que l'éolienne contre laquelle le vaisseau s'est écrasé n'a jamais existé, et que la tombe de l'extraterrestre n'est qu'une légende rurale. James Mars, chercheur ufologue et historien local, enquête sur ce dossier depuis le début des années 70. Quand j'ai commencé, personne ne voulait en parler. Ils disaient qu'il ne s'était rien passé. Tous les détracteurs affirment ça, mais vu que la ville était sur le déclin, il fallait inventer une anecdote pour attirer les touristes. Et c'est pour cette raison qu'Hayden aurait écrit cet article. Cependant, cette histoire va peut-être plus loin et témoigne d'un héritage qui se prolonge jusqu'à nos jours. Le 25 mai 1995, un avion de ligne croise le chemin d'un objet similaire en forme de cigare et bardé de lumière, survolant le nord du Texas. Voici le véritable enregistrement de la tour de contrôle concernant le vol 554 de cette nuit-là. Un gars à 39 000 dit qu'il a vu quelque chose à 30 000. Un truc très long avec un stroboscope. Ça craint. Comment ça? Je ne sais pas, c'est un ovni, encore ces âneries de Roswell. Nous sommes le 13 mai 1981. 7 témoins déclarent avoir aperçu un vaisseau en forme de cigare avec des hublots au-dessus du nord du Texas. L'un d'entre eux affirme que l'engin émet des lumières vertes et jaunes par intermittence. Un autre a pris le temps de dessiner ce qu'il aurait vu. Et bien entendu, le 7 avril 1897 avait eu lieu l'incident d'Aurora. On veut remettre le récit du crash de l'appareil à Aurora en 1897 dans le contexte de l'activité aérienne historique dans cette région à la fin du 19e. La première machine volante de grande taille est attribuée à Henri Guizard, ingénieur français qui a construit, en 1852, un modèle à vapeur en forme de cigare long de 44 mètres. Est-ce que les aéronefs ressemblaient à des soucoupes volantes? Ils avaient des ailes, c'était des cylindres volants. Mais il aurait été impossible de voyager d'un bout à l'autre de l'État avec l'un de ces engins primitifs à vapeur. Les Américains auraient-ils aperçu un prototype avancé ou s'agissait-il d'une invention d'un autre monde? Un autre élément clé de l'histoire d'Aurora est la légende de l'extraterrestre qui aurait été enterré dans le cimetière local. En 1973, c'était évident qu'il y avait une sorte de sépulture ici. À l'époque, la pierre tombale existait encore. Elle était très spéciale. Vous l'avez vue de vos yeux? Oui, elle était en grès, de cette taille à peu près. Il y avait un V gravé dessus avec de petits cercles.
Selon moi, un des côtés a été cassé net. Je pense qu'il y avait une autre portion, et que si on extrapole d'une extrémité à l'autre, on obtient une soucoupe avec de petits hublots. Mais elle était vraiment là. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas une exhumation? C'est très courant. On aurait été sûr de ce qui s'est passé. Plusieurs événements se sont produits. Ils ne voulaient pas qu'on ouvre des tombes. Ils ont engagé un policier pour garder les lieux. Plusieurs semaines se sont écoulées. L'excitation est retombée. Le soir où ils ont arrêté la surveillance, la petite pierre tombale a disparu et n'a pas été revue depuis. Ted et l'archéologue Garth Baldwin savent que la découverte de la sépulture représente la première étape pour résoudre le mystère d'Aurora. Ces tombes ont toutes l'air récentes. Il faut trouver la partie la plus ancienne du cimetière. Il est divisé en sections. Il faut sûrement aller voir de l'autre côté de la colline. Ouais, ça a l'air plus vieux. Regardez, 1891. On chauffe. Ça doit être par là. C'est sûrement la bonne partie du cimetière. Et si on installait l'ordinateur par ici, pour voir si les images correspondent? Ils vont tenter de localiser la sépulture manquante à l'aide de photographies historiques. L'une d'entre elles a été prise au début des années 70 et montre la pierre tombale. L'autre est tirée d'un film tourné au début des années 1990 et représente un témoin agenouillé à l'endroit où la stèle s'élevait autrefois. Il y a des repères dans nos photos qui devraient permettre d'établir des points de référence. À partir de là, on peut déduire l'emplacement. Vous pensez que c'est la tombe d'à côté? Je crois que c'est la stèle de Bledsoe. Cette partie du cimetière coïncide avec l'histoire du pilote enterré en 1897. Il y a des pierres tombales autour de nous datées de cette année, mais il n'y a aucune sépulture dans un rayon de 5 ou 6 mètres à l'endroit où l'extraterrestre aurait été enterré. On a un gros emplacement vide, mais tout autour, les stèles remontent à 1897, 1885, 1894. Ça correspond relativement bien. Ted et Garth scrutent les photographies et finissent par trouver ce qu'ils cherchent. Ils pensent avoir localisé l'endroit exact où elles ont été prises. On va prendre les plots et la corde et essayer de tracer l'un des vecteurs d'après les délimitations. On commence par la plaque, qui est notre premier point de référence. Éloignez-vous et déroulez la ficelle. Une fois la première ligne tracée, Ted et Garth analysent une autre image pour avoir un angle légèrement différent. La perspective est en contre-plongée. On est derrière, par là. Voilà. Sous cette branche. Ça doit être à peu près ça. C'est notre emplacement. Voyons voir. Tout est prêt pour le radar. Une fois la position marquée, Ted reviendra avec un radar du 21e siècle qui pourrait déceler la preuve d'un contact extraterrestre au 19e siècle. Nous sommes le 17 avril 1897. Les habitants de la petite ville d'Aurora, au Texas, se trouvent impliqués dans l'une des premières apparitions d'OVNI signalées aux États-Unis. Selon le journaliste local, S.E. Haydon, un vaisseau en forme de cigare a heurté une éolienne avant d'exploser, dispersant des débris sur plusieurs hectares. Bill Burns emmène l'archéologue Garth Baldwin sur le site de l'accident. Le propriétaire actuel, Tim Oates, montre aux enquêteurs quelque chose d'étrange déniché par son fils. J'ai apporté du métal fondu que mon fils Dylan a trouvé enterré sous des pierres. Où ça exactement? Juste là. Pourquoi ici? On dit que l'appareil a frappé l'éolienne, s'est écrasé au sol, a glissé et frappé cet arbre qu'on voit au fond. C'est parce que l'un des côtés semble mort, avec des branches nues. Et décoloré. Tim nous a donné quelques morceaux de métal fondu trouvés par son fils Dylan à l'endroit même où, selon ce qu'il a entendu étant enfant, l'objet se serait écrasé. C'est bien du métal fondu. On dirait un peu de l'aluminium.
Étonnamment, l'article de S.E. Hayden rapportant le crash de 1897 affirme que le vaisseau était composé d'un métal inconnu, ressemblant à un alliage d'argent et d'aluminium. C'est assez lourd pour de l'aluminium. Normalement, c'est plus léger, surtout pour un morceau si petit et fin. Selon la légende, c'est ici que l'accident a eu lieu. Des artefacts correspondraient à la période écoulée entre le crash et aujourd'hui. Si de tels objets existent, c'est ici qu'ils devraient être. Les détecteurs de métaux devraient nous aider à trouver des restes de l'éolienne ou des activités historiques ayant pris place ici, et peut-être à identifier d'autres choses enfouies. Ah, il y a un truc. Si on sonde le terrain, on pourra identifier plusieurs emplacements, passer le sol au crible et voir ce qu'on trouve. Selon l'article de 1897, l'engin s'est écrasé contre l'éolienne appartenant au juge Procter. D'ailleurs, les archives prouvent qu'un juge nommé J.S. Procter était propriétaire de cette parcelle. On a repéré pas mal de choses. Je pense qu'on a bien quadrillé la zone. On peut commencer à creuser à quelques endroits pour voir. Les documents officiels de l'époque sont avares de détails. Aucune structure ne semble être érigée sur le terrain du juge Procter. L'absence de l'éolienne saute aux yeux. Pour de nombreux sceptiques, la non-existence de cette structure est l'un des éléments clés prouvant que cette histoire est un canular. Un clou carré qui remonte au tournant du siècle dernier, avant les années 1900. Si on trouve des clous des années 1890, ça veut dire que ce qui s'est écrasé en 1897 pourrait toujours être ici. Selon la légende locale, le juge Procter a fini par évacuer les débris de l'accident de son terrain. Aucune archive n'indique où la majorité des restes a été déposée. Tim rejoint Pat pour commencer les recherches. C'est un mystère familial et local à Aurora. Il est temps de découvrir la vérité. Pour aller au fond des choses, il faut creuser. Exact. Dès les premiers coups de pelle, Pat et Tim découvrent un indice. L'un des grands arguments des détracteurs, c'est qu'un appareil n'aurait jamais pu s'écraser contre l'éolienne parce qu'elle n'a jamais existé. J'ai trouvé quelque chose. Moi aussi. Pourquoi on mettrait ça autour d'un puits? C'est la fondation de l'éolienne. Ça aurait pu être relié à une éolienne à une certaine époque? Oui, l'éolienne était au-dessus du puits. Même les éoliennes modernes, comme celle-ci, reposent sur des bases métalliques qui les soutiennent et ancrent la structure au sol. Votre famille possède ce terrain depuis 1935. Cette éolienne vous dit quelque chose? Je ne l'ai jamais vue. Et mes proches n'en ont jamais parlé. Votre famille n'a pas connu d'éolienne? Non, seulement le puits. Ça prouve qu'il y avait une éolienne ici. On a 4 socles assez épais pour tenir les piliers de la structure. Pendant que Pat découvre des indices supplémentaires, Ted espère accélérer l'enquête en examinant l'étrange métal trouvé sur le site. À vue d'œil, c'est un matériau métallique brillant, très amorphe. On dirait qu'il a fondu, puis durci. Sa surface semble très contaminée. Peut-être qu'il est exposé aux éléments depuis très longtemps. Ted apporte le métal à David Dirks pour le soumettre à une analyse au microscope électronique. Voici l'échantillon. Je voudrais l'observer à un très fort grossissement pour découvrir sa composition. Pour Ted, il est crucial d'identifier les éléments individuels constituant l'échantillon. Est-ce du fer, du zinc ou un matériau complètement inconnu? L'instrument va bombarder le morceau de rayon X. Les composants émettront une radiation, leur empreinte individuelle, représentée sous forme de graphique. On a su tout de suite qu'il s'agissait d'aluminium. C'est le pic le plus haut, le premier composant de l'échantillon. Le dossier est clos, c'est de l'aluminium. Les courbes supplémentaires du graphique représentent d'autres traces contenues dans l'échantillon. Cependant, l'analyse révèle quelque chose d'inattendu. C'est quoi ce gros pic? On a découvert un nouvel élément?
C'est peut-être des contaminants sur la surface. Si un morceau d'aluminium était chauffé, refroidi et laissé à l'extérieur pendant un siècle, il pourrait être contaminé par le sol. Même si c'était le cas, ça devrait correspondre à un élément donné. On a un pic qu'on n'arrive pas à identifier. On n'est pas certain. Intéressant. Un élément inconnu renforcerait la théorie selon laquelle l'échantillon est d'origine extraterrestre. On a un élément sans savoir ce que c'est. Il faut des analyses supplémentaires. Alors qu'un mystère s'épaissit, un autre est sur le point d'être résolu. Pat a fait appel à un puisatier, Jerry Browning, pour ôter l'abri qui recouvre le vieux puits. Que trouveront-ils en dessous? Si la structure date vraiment de plus d'un siècle, elle s'est peut-être écroulée. Ou Pat donnera-t-il raison aux sceptiques en découvrant un puits creusé après le crash de 1897? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ne peut pas le soulever avec ces deux engins. On va essayer de faire ça avec les fourches. C'est parti. Le défi n'est pas de soulever l'abri, mais de l'éloigner du puits. Le problème, c'est qu'il est plus massif que ce qu'il pensait, et beaucoup plus lourd. Le puits est finalement mis à jour. Il semble être en bon état. Au fond, quelque part dans les ténèbres, pourrait se trouver la réponse à l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'ufologie. Quel beau puits! Il est presque trop parfait. Garth, l'un des grands arguments des détracteurs, c'est que le puits n'existait pas, qu'il n'aurait pas été creusé en 1897. Vous en pensez quoi? Pour moi, c'est plausible. La pierre porte des marques de pioche. Il n'a pas été percé par une machine. Les briques sont faites à la main, elles n'ont pas été coupées au fil ou moulées. On dirait qu'elles ont été formées une à une. Le mortier en lui-même semble conforme aux techniques de l'époque. Pourquoi pas? Sans datation au carbone, on peut quand même affirmer que ça colle avec la technologie de l'époque. Garth conclut que le puits remonte bien à la période supposée, avant de remarquer un élément surprenant. Il y a quelque chose qui bouge. Sans blague. C'est ce que je pense? C'est quoi? Le crash supposé d'un vaisseau en 1897 à Aurora, au Texas, est l'une des observations d'OVNI les plus anciennes et célèbres. L'équipe est à présent sur le terrain. Elle enquête sur les aspects cruciaux de ce dossier, le cimetière, le lieu de l'accident et le puits qui vient d'être décelé. Il y a quelque chose qui bouge. Sans blague. C'est ce que je pense? C'est un serpent. Un crotal. Il y en a ici? Ou un mocassin d'eau. Ils sont très venimeux, non? Oui. Donc on a un problème. Vous, oui. Pendant que Pat réfléchit à une solution pour le serpent, Bill et Garth retrouvent un spécialiste du mystère d'Aurora sur les lieux de l'accident présumé. Je m'appelle Ken Cherry, directeur pour l'État du Texas du MUFON, le réseau OVNI mutuel. Le MUFON a commencé à enquêter sur les lieux de l'accident au début des années 1970. Leur équipe a trouvé des traces inexpliquées de métal qui semblent avoir été fondues. En 1973, nos études ont indiqué qu'il y avait un motif de dispersion du métal à partir d'un point central, tout autour de cette zone. Ça comprend un signal qu'on a capté sur cet arbre, qui est vieux de plus d'un siècle. Si Garth passait un détecteur de métaux sur l'arbre, il pourrait encore trouver quelque chose? C'est probable. Comme sur le site du crash, on retrouve des traces de métal qui ne devraient pas exister à cet endroit. Nom d'une pipe. On ne va quand même pas abattre un chêne vieux de 200 ans pour voir s'il contient un bout de métal fondu. Ça a sonné. Les informations concordent. On ne sait peut-être pas de quoi il s'agit,
mais on sait que c'est là. Du métal incrusté dans un arbre. Des fragments métalliques enchâssés dans des pierres. Bill et Garth continuent de trouver des indices probants. Mais ces débris proviennent-ils d'un ovni qui s'est écrasé? La descente de Pat au fond du puits pourrait bien fournir les preuves nécessaires. Cette affaire a généré beaucoup de controverses jusqu'à aujourd'hui. Les détracteurs affirment que ce n'est que du folklore. On a découvert qu'il y avait bien une éolienne grâce aux structures correspondantes. On est aussi très heureux d'avoir trouvé un puits de 12 mètres. Selon la légende, ces deux éléments existaient. Par conséquent, il y a peut-être des débris au fond du puits. Cependant, il semble truffé de dangers. L'un ondule dans l'eau alors que l'autre doit encore être confirmé. On dit que cette eau a été contaminée et que Broly Oates, votre grand-père, est tombé malade en la buvant. Il existe des photos. On voit ses mains recouvertes d'éruptions cutanées provoquées par l'eau. C'est pour ça qu'il l'a scellé. C'est peut-être contaminé en bas. C'est ce qu'affirme une des légendes. Ils font appel à un expert de la sécurité environnementale, Jim Chappell, qui travaille pour une entreprise spécialisée. On va assurer votre sécurité pendant la descente et contrôler l'atmosphère pour être certain qu'il n'y a pas de danger. Puis vous remontez. À cause du risque de contamination potentielle par l'eau et le sol, Pat prend toutes les précautions. C'est la combinaison de décontamination? En fait, il s'agit d'un vêtement de protection chimique. Comme on n'a pas encore testé l'eau, on ne connaît pas les dangers possibles. Il faut que vous la portiez pour vous préserver des risques. C'est un peu serré, mais ça ira. Ensuite, Jim. Deux paires de gants. Levez-vous et passez les bras. Brady, tu prends le harnais? On est bien au frais, hein? Étirez votre bras jusqu'au bout. Et voilà. J'ai l'air de quoi? Une fois la combinaison et le harnais enfilés, Jim équipe Pat d'un masque. Je vais recouvrir les cartouches. Vous allez inspirer. Ça devrait coller le masque à votre visage. Voilà. Très bien. Pat s'attache au treuil et commence sa descente. Sa première tâche consiste à enlever le serpent du puits. Asseyez-vous sur le bord. Vérifiez votre moniteur d'air. C'est en ordre. Dis-nous ce que tu vois en descendant. C'est une grande première pour moi. Comment ça se passe avec le serpent? 2 secondes. Arrêtez, je le vois. Attrape-le derrière la tête. Je l'ai. On remonte. On remonte. Ne le lâchez pas. Vous pouvez sortir la jambe? Venez vers moi. Venez vers moi. C'est bon. Vous pouvez vous éloigner. D'accord. Qui est spécialiste des serpents ici? C'est un élaphe. Exactement. Une fois le serpent hors du puits, Pat entame une autre descente. Cette fois, il cherche la réponse au mystère d'Aurora. Ted et l'archéologue Garth Baldwin retournent au cimetière avec un nouvel équipement haute technologie. La municipalité n'ayant pas accordé l'autorisation de creuser, Ted a recours à une procédure moins invasive pour voir ce qui se cache sous terre. Stan Wood, spécialiste des radars à pénétration de sol, et son fils Robert viennent l'aider à sonder le terrain. Voici l'endroit exact. Je suggère qu'on ratisse une zone plus large pour voir à quoi ça ressemble en temps normal. Une fois que c'est fait, on peut chercher des anomalies souterraines. Le radar à pénétration de sol envoie des pulsations magnétiques vers la Terre. Si celle-ci rencontre un objet,
Elles rebondissent jusqu'à un capteur et créent une image sur l'écran. On est les premiers à utiliser un RPS pour étudier ce qu'il y a sous terre à cet endroit. J'espère qu'on trouvera des particularités intéressantes ou inhabituelles. C'est homogène jusque-là. Il y a quelque chose ici. On voit les changements de densité dus aux tombes, aux cercueils et peut-être même aux squelettes des personnes enterrées. Si on trouve une signature qui semble vraiment inhabituelle par rapport au cercueil ou aux restes humains, on saura qu'il y a quelque chose de bizarre. Les réponses à l'affaire d'Aurora de 1897 se cachent-elles 6 pieds sous terre, dans un cimetière local, ou à 12 mètres de profondeur dans un puits centenaire? J'entends quelque chose au fond. En avril 1897, un étrange vaisseau en forme de cigare aurait explosé au-dessus d'Aurora, au Texas. La première analyse faite par Ted du métal retrouvé sur le site du crash a révélé un élément inconnu. Il apporte l'échantillon à Tom Gray afin que celui-ci le soumette à des tests plus aboutis dans un accélérateur de particules. On va bombarder l'échantillon avec un faisceau de protons. Comme ça, les atomes qu'il contient vont émettre leurs énergies caractéristiques. C'est possible qu'il y ait des éléments jamais observés auparavant? Ça serait passionnant. L'essai devrait permettre d'identifier toutes les traces contenues dans l'échantillon. On peut comparer les résultats du test, les données brutes, à une bibliothèque de plus de 60 000 formulations connues et voir s'ils correspondent. Dans le cas contraire, on a quelque chose d'inédit. Et si ça se recoupe, on saura ce que c'est. La cible est en place. Les protons de l'accélérateur de particules bombardent l'échantillon. L'ordinateur trace des graphiques pour tous les éléments présents dans le métal. Tom, qu'est-ce qu'on voit? Clairement, c'est de l'aluminium. Oui, c'est bien ça. Mais qu'en est-il de l'élément inconnu trouvé lors de l'analyse précédente? L'équipement de spectroscopie est bien plus sophistiqué que la première machine et peut identifier chaque élément de l'échantillon. Il est composé en majorité d'aluminium. Vous voyez quelque chose d'inhabituel? On dirait qu'il contient une grande quantité de fer. Pour Ted et pour Tom, la haute tenue en fer ouvre la voie à un autre mystère qui accrédite l'idée d'un crash d'OVNI. Quand on achète de l'aluminium à des fins manufacturières, c'est toujours un alliage. Ça signifie que l'aluminium est le premier composant, mais qu'il contient aussi de nombreux autres éléments qui le rendent plus malléable. Je passe en revue les alliages modernes à base d'aluminium contenant du fer, mais à chaque fois, c'est en quantité moindre que dans cet échantillon. Cet aluminium pourrait-il provenir d'un vaisseau qui s'est écrasé dans les années 1890? Le traitement de l'aluminium a connu une série d'avancées au milieu des années 1880. Pourtant, à l'époque de l'accident, ce métal était encore rare et cher. Bien qu'on ne puisse pas prouver que notre échantillon date des années 1900, on a la preuve irréfutable qu'il ne correspond à aucun alliage contemporain. C'est ça. De retour au puits, l'équipe tente de prélever des échantillons à 12 mètres sous la surface. Cependant, la météo de ce bel après-midi d'été s'est gâtée. Pat, descendu au fond à l'aide d'un treuil et d'un câble, n'a pas de temps à perdre. On a eu un grand coup de tonnerre et le vent balaye tout sur son passage. Pat va récolter les échantillons, prendre ce qu'il peut et sortir de là, vu que la tempête qui approche risque d'être très violente. Regarde s'il y a du métal. D'accord. Donnez du mou. Il y a des racines là-dedans. Rien de métallique. La tempête complique les recherches. Vous êtes relié à un câble métallique suspendu à un trépied en aluminium. Et il y a des éclairs. En plus, tu es dans l'eau. 2 secondes, je dois me stabiliser. C'est tout vaseux. Remplissez la glacière avec ce qu'il y a au fond.
On verra quand vous serez remonté. Vous pouvez me sortir? On te remonte. Te voilà. Tu as vu quoi? Il faisait sombre. J'étais dans 15 cm de boue. L'homme arrivait jusque-là. Il n'y a qu'à regarder la combinaison. J'ai vu beaucoup de pierres. Et du métal? Je sais pas. J'ai pris des échantillons de boue et d'eau. Il va falloir les analyser et les passer au tamis pour voir s'ils contiennent des débris. Bravant le danger, Pat a recueilli plusieurs échantillons au fond du puits. J'ai prélevé des échantillons d'eau, de terre et des débris. Maintenant, il faut les confier à Ted et laisser la science parler. J'ai examiné les prélèvements que Pat a extraits du puits. À première vue, il ressemble à ce qu'on attend. Je n'ai pas trouvé de résidus d'aluminium. Il y en a peut-être en quantité microscopique, mais après inspection visuelle, il ne présente rien de spécial. La prochaine étape, c'est de pousser les analyses du sol et de l'échantillon. Les tests supplémentaires de Ted prouveront enfin si le puits est contaminé, et dans l'affirmative, s'il peut être responsable des étranges déformations de Brawley Oates. Le puits décelé, où auraient été jetés les décombres d'un ovni, a fait l'objet de prélèvements de débris, d'eau et de terre. Cependant, aucun fragment de métal n'est retrouvé dans les résidus. Les échantillons d'eau et de terre renferment peut-être la cause des déformations subies par Brawley Oates. Ted poursuit ses recherches avec des analyses supplémentaires. Brenda Wiles analyse des échantillons d'eau et de terre pour des organismes publics et des industriels. En gros, on a surtout retrouvé des minéraux normalement présents dans les eaux souterraines et le sol. La seule chose inhabituelle, c'est un niveau assez élevé d'aluminium. Vraiment? Oui. C'est intéressant. On raconte qu'une grande quantité d'aluminium aurait été jetée dans le puits. Est-ce que ça correspond à vos conclusions? C'est possible. Soit ça, soit l'aluminium est naturellement présent dans ces proportions parmi les minéraux du site. C'est tout de même étrange qu'on n'arrête pas de trouver cet élément dans le dossier, sous forme fondue autour de la zone où l'appareil aurait eu un accident, ou en forte concentration dans le puits. Quand on assemble les pièces du puzzle, ça pourrait indiquer qu'un appareil composé d'aluminium s'est écrasé à cet endroit. Si le crash a bien eu lieu, pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun débris dans le puits? Bill s'adresse à quelqu'un qui pourrait fournir des informations supplémentaires. Pour la première fois, Bill Oates, le fils de Brawley, accepte d'être interviewé. Selon la légende, l'eau contaminée a provoqué des lésions sur les mains de votre père à cause de la présence d'un métal extraterrestre. Je n'ai rien, et pourtant j'ai bu la même eau. Je pense que c'est peut-être dû à l'acide urique ou à la goutte, la polyarthrite rhumatoïde. L'interview de Bill sème le doute sur l'origine extraterrestre du mal de Brawley Oates. Néanmoins, il fait la lumière sur l'absence de métal au fond du puits. Votre père savait que le puits contenait quelque chose d'étrange? Il n'en était pas certain. Il voulait simplement le nettoyer pour qu'on puisse boire de l'eau potable. Ce n'était pas en réaction à des légendes ou à des histoires. Il venait d'emménager dans la propriété, il a voulu décrasser le puits et a appelé des gars en renfort pour l'aider. C'est ça. Vous étiez présent? Oui. Quelle quantité de métal ils ont extrait? Aucune idée. Mais vous vous rappelez qu'il y avait quelque chose dans le puits, un métal bizarre. C'est ce qu'ils ont dit, oui. Si l'eau était vraiment potable, pourquoi le puits a-t-il été condamné? Nos tuyaux ont rouillé et on a pensé que le puits était sec, donc on en a creusé un autre. Les conduites en fonte qui étaient dedans ont rouillé? C'est exact, l'eau ne coulait plus.
Voilà qui donne tort aux sceptiques. Même si on a démontré que l'eau du puits n'était pas contaminée et que la raison pour laquelle Brawley a scellé le puits tient à des tuyaux rouillés et à un tarissement, on a prouvé qu'à l'achat de la propriété en 1945, il y avait vraiment des objets métalliques au fond du puits. Donc oui, le puits de Brawley Oates contenait du métal, juste sous l'endroit où l'objet qui a heurté l'éolienne a explosé. Avec ces nouvelles informations sur le puits mystérieux, Ted pose la dernière pièce du puzzle d'Aurora, celle de la tombe supposée de l'extraterrestre. À l'aide du radar à pénétration de sol, il peut voir sous la surface. Pour la première fois depuis les années 1890, la vérité sera révélée. Y a-t-il vraiment quelque chose d'enterré sous cette stèle anonyme? On garde un œil sur cette zone. Vous voyez quelque chose? Il y a un truc ici. À chaque passage, le radar enregistre les secteurs où le sol a été retourné. Ted marque ces endroits avec des drapeaux orange. À présent, ces repères commencent à prendre une forme familière. C'est génial. On a une longueur de 2 mètres environ. Les images souterraines sont concluantes. Le contour d'une parcelle d'environ 1,50 m par 75 cm émerge. Ça correspond à une tombe classique. Oui, et regardez l'orientation. La terre retournée semble être alignée avec les autres tombes et stèles du cimetière. Ça correspond aux autres parcelles. C'est en ligne droite jusque là-bas et aussi de l'autre côté. La pierre tombale aurait été quelque part par ici, c'est-à-dire à quelques dizaines de centimètres de notre estimation. On a prouvé qu'il y avait une sépulture ici alors que rien n'était certain. Bien sûr, on ne peut pas creuser, on n'a pas d'autorisation. J'ai travaillé dans plusieurs cimetières. Ce n'est pas inhabituel de trouver une tombe anonyme. C'est même courant. Mais celle-ci est en plein milieu d'un endroit où elle n'est pas censée être. Avec toutes les histoires qu'on entend, c'est assez intéressant. Les images montrent également que la tombe s'est écroulée à cause du sol sableux, instable. Quelque chose est peut-être encore enterré dans cette sépulture, mais c'est au-delà des capacités du radar. Je ne sais pas si ce mystère sera complètement résolu un jour. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une tombe qui soulève beaucoup de questions. Ça colle avec l'histoire. Les dimensions et l'orientation correspondent aux sépultures de l'époque. Les détracteurs disent tous que rien n'était fondé, qu'il n'y avait pas de puits, ni d'éoliennes, ni de corps dans le cimetière. On a prouvé qu'on ne peut pas écarter une thèse sans avoir étudié toutes les possibilités. On a remonté un siècle en arrière pour en savoir plus sur cet ovni et on l'a ramené dans le présent. On a découvert une affaire de personnes disparues à partir d'un vaisseau qui s'est écrasé. Voilà nos conclusions, c'est ma théorie. Impossible d'affirmer que tout ça prouve qu'un crash a eu lieu à Aurora. Mais ça démontre que ce dossier est étayé par des faits solides. J'aurai toujours en moi un doute persistant sur ce qui s'est vraiment passé. Pour la première fois, de nouvelles preuves ont été découvertes dans une affaire irrésolue, vieille de 110 ans. Là où beaucoup parlaient d'un canular, les chasseurs d'ovnis ont découvert des faits surprenants. Pourtant, le mystère du vaisseau d'Aurora demeure l'un des plus étranges. Un objet volant non identifié aperçu des années avant l'invention de l'avion.